Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers parents d'élèves, chers invités. J'aurais bien aimé dire aussi chers élèves, mais vous remarquerez en fait que c'est l'un des départements, en tout cas celui de l'éducation nationale, pour lequel très souvent ces usagers-là, donc les élèves, sont très rarement présents au moment de prendre des décisions pour eux, des décisions qui concernent leur avenir. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, commencer au nom de mes collègues du secteur de l'enseignement et de l'éducation en général, vous remercier, marquer notre profonde gratitude pour la tenue de ce conseil interministériel qui est une première. C'est la première fois effectivement dans le secteur que l'on tienne un conseil interministériel qui porte exclusivement sur les examens et concours. Il y a eu d'autres rencontres, des états généraux, des assises, d'autres rencontres pour préparer la rentrée, par exemple, mais portant sur les examens et concours, c'est la première fois. Mais à travers cette commande, certainement vous visez deux objectifs. Un premier qui est celui de s'assurer du bon déroulement des prochains examens et concours. Mais un deuxième aussi qui est de s'assurer que le système éducatif répond à nos attentes d'être le moteur du projet pour la transformation systémique. Les examens et concours rentrent dans le processus d'évaluation qui doit couvrir le système éducatif, les enseignements et les élèves. Monsieur le Premier ministre, il est important de comprendre que l'évaluation, les examens et concours constituent en fait une partie de l'évaluation et une évaluation qui porte exclusivement sur les élèves. Mais on ne peut pas parler de cette évaluation qui porte sur les élèves si on n'analyse pas, on n'évalue pas le système éducatif qui le porte et les enseignements aussi qui dispensent les enseignements. C'est pour cette raison, nous avons fait le choix, cette fois-ci, au lieu de parler exclusivement des examens et des concours, mais d'élargir un tout petit peu le champ et parler aussi du système éducatif, parler en même temps aussi des enseignants. Mais Monsieur le Président de la République, l'éducation est un secteur extrêmement important pour le Président de la République, pour vous-même, votre gouvernement, notre gouvernement. Et vous nous avez donné des instructions claires. Nous avons négocié avec les acteurs du secteur pour asseoir, en ce qui concerne l'éducation nationale, une vision qui s'énonce comme suit. Faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable des sciences et technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Chaque mot a été négocié. Par exemple, le système éducatif vers la société éducative, on a compris, avec ce que nous vivons, avec les produits que nous mettons entre guillemets sur le marché, que beaucoup de communautés ont eu à démissionner et que la fonction d'éducation, malheureusement, a été laissée à la seule école qui a été conçue par d'autres. Et qu'il était important de ramener les communautés qui jadis participaient à la fabrication et à l'éducation de nos enfants, de les ramener dans l'espace d'éducation. Par exemple, la problématique des Dara est une problématique qui a été portée par les Sénégalais,
par beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Mais aussi avec beaucoup d'humilité. Nous devons savoir écouter et ramener d'autres communautés dans l'espace d'éducation pour que ce soit plus porté par les seuls acteurs du secteur, mais qui ait un portage social. Nous avons aussi dit, vous avez parlé d'inclusion selon vos instructions, et efficience, c'est-à-dire en marquant et en insistant sur la qualité et l'inclusion. Pour enfants, il a été même question de débattre ou d'enlever le mot pour enfants, mais nous avons finalement retenu dans l'énoncé donc le pour enfants. Donner donc dans un horizon temporel de 2035 un citoyen qui est adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. La spiritualité donc qui va au-delà de l'éducation religieuse, c'est-à-dire si l'éducation religieuse ne débouche pas sur cette forme de spiritualité qui inspire d'autres grandes nations, donc en ce moment on n'aurait pas compris ce que c'est une éducation religieuse. Tout en étant adossé et préparé plutôt au défi du développement durable. Dans un contexte d'exploitation de ressources gazières et pétrolières, aujourd'hui avec les menaces sur le climat, l'environnement, le Sénégal ne peut pas se soustraire de cette obligation. Nos enfants doivent être prêts et accompagner cette dynamique. L'autre dynamique, naturellement, le monde l'exige, l'économie l'exige, les technologies l'exigent, l'enfant a changé, les équipements ont changé, tout change. Il faut absolument préparer cet enfant-là à relever les défis donc, du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce ne sont plus des gadgets, c'est une nouvelle réalité. Monsieur le Premier ministre, merci, nous vous remercions, les enfants vous remercient. Quand vous parlez de transformation systémique, vous commencez toujours par la jeunesse, par l'éducation. C'est le premier axe. Vous avez compris comme de grands hommes qui ont façonné cette humanité. Vous avez compris comme de grands peuples qui ont façonné leur peuple que l'éducation était le seul moteur qui pouvait réellement réaliser cette transformation. Elle ne sera pas spontanée, ce sera avec les enfants, ce sera avec le cerveau des enfants, avec le cœur des enfants, et ça passe par l'éducation. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation est tellement importante qu'il disait que la recherche du savoir est une obligation. Il disait aussi, rechercher le savoir jusqu'en Chine, la Chine représentant à l'époque comme une planète, une autre planète. Et il disait, en matière de choix d'investissement, si vous avez à investir et à arbitrer entre la construction d'une école ou d'une mosquée, choisissez donc la construction d'une école. D'autres qui ont aussi façonné cette humanité, Jules Simon, il disait, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier des peuples. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Et un autre, qui est notre voisin de la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, qui disait « Je n'ai jamais vu de pays réussir économiquement en négligeant l'éducation ». Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République accordent donc une importance capitale à l'éducation. Et la tenue, encore une fois, de cette première, pour parler d'examen de concours, mais au-delà, en réalité, il s'agit d'évaluer en fait la performance aussi de notre système. Nous parlerons donc du dispositif national des examens et des concours. Nous parlerons du bilan de la session de 2023. Nous parlerons surtout des causes qui expliquent les contre-performances. Nous parlerons des points d'attention dans le dispositif organisationnel des examens et concours et naturellement les statistiques et calendrier de la session donc, de 2024. Et enfin, vous présenterons, partagerons avec vous des recommandations. Le dispositif national des examens et concours. Il y a 3 départements ministériels qui portent ces examens et ces concours. C'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est aussi le ministère de la formation professionnelle. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons le CFE, donc certificat de fin d'études élémentaires. Nous avons
aussi le brevet, le BFM, le brevet de fin d'études moyenne. Nous avons aussi, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, le baccalauréat régional, le concours général. Et nous avons une liste que je ne vois pas bien au niveau de la formation professionnelle, donc des brevets, des certificats. Ah oui, c'était plus simple ici. Voilà. Des brevets, le brevet d'études professionnelles, donc je voudrais peut-être pas prendre trop de temps, des brevets et des certificats qui sont organisés donc au niveau du ministère de la formation professionnelle. Le bilan de la session. On voit en fait qu'au niveau du CFE, en 2022, le taux était de 26% et que en 2023 plutôt, on est à 18%. Donc le taux d'échec est en bonne régression par progression, mais quand même toujours élevé. Au niveau du BFM, 30% en 2022 et 24% en 2023. Le taux d'échec en régression, mais quand même toujours élevé. Et au niveau du baccalauréat, c'est quand même beaucoup plus grave. On était à 48% et encore 48%. Donc de taux de réussite. De taux d'échec plutôt. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, si on campe uniquement à ce niveau notre analyse, on peut parfois être satisfait ou moyennement satisfait, mais il y a une partie essentielle de certaines données que l'on ne voit pas ici. Les 18%, c'est à la limite une catastrophe pour un pays. Dans tous les grands pays qui se sont fondés sur l'éducation, l'État s'est d'abord engagé au niveau du préscolaire. C'est presque du 100% au niveau du préscolaire. C'est à partir de 3 ans qu'on fabrique l'enfant et le citoyen. Mais chez nous, il y a un désengagement quelque part. Et d'ailleurs, dans l'obligation scolaire, ça commence à partir de 6 ans, pour 10 ans. En négligeant en fait cette partie importante. Et quand on voit un taux de 18%, c'est quand même extrêmement dangereux. Il faut absolument et très vite inverser la tendance et il y a des recommandations qu'on proposera à ce sujet. Et plus, vous remarquerez quand on fait la comparaison, dans les pays qui mettent en avant l'importance de cette éducation pour la transformation systémique, plus on avance, plus l'État se désengage en peut-être favorisant même le secteur privé. Et d'ailleurs, vous comprenez bien que l'enseignement supérieur, par exemple, il n'y a pas d'obligation en réalité. Il n'y a pas d'obligation à partir de l'enseignement supérieur, mais l'obligation, l'État, c'est une obligation scolaire de 10 ans à partir donc de 6 ans. Ce qui veut dire en fait que la base, la pyramide, et c'est là où on fabrique le citoyen, c'est justement cette partie-là extrêmement importante et il faudrait peut-être dans nos politiques revoir donc notre dynamique et notre conception de l'éducation. C'est à ce niveau-là aussi des 18% qu'on peut aller chercher le monde des daara. Donc à ce niveau, les enfants de 3 ans, souvent, sont hors circuit parce qu'ils sont dans le système daara. Et si on arrivait en fait à donner une importance, une plus grande importance à ce secteur du préscolaire, il y a moyen d'aller chercher en fait ces enfants-là et de renforcer donc l'éducation. Monsieur le Premier ministre, il y a un chiffre aussi un peu plus inquiétant. En réalité, globalement, un enfant sur 2 dans notre pays n'est pas scolarisé. Un enfant sur 2. Quand on prend donc du secondaire, le bac jusqu'en 6e, en moyenne, un enfant sur 2. Donc pour un pays, c'est quand même assez alarmant. À côté, nous avons beaucoup d'informels, d'écoles informelles, beaucoup aussi d'écoles non formelles et aussi des passerelles qui sont en train d'être développées pour ramener en fait tous ces enfants-là dans le circuit formel. Et l'idée, c'est plusieurs entrées et une seule sortie. C'est ça un peu la logique et la démarche. Les causes maintenant de cette contre-performance,
je viens d'expliquer en partie, une bonne partie de la cause. D'abord, c'est que le système ne capte pas, ne met pas tous ses enfants dans le circuit. Deuxièmement, je l'avais dit aussi à l'introduction, il y a bon nombre des communautés qui sont exclues. Et ça explique aussi donc ce manque de performance ou cette contre-performance. Mais aussi, c'est un système d'évaluation qui est peu performant. Un système d'évaluation qui est... Oui, un système d'évaluation qui est peu performant et qui ne favorise pas la qualité des enseignements et des apprentissages. Plus clairement, plus précisément, c'est l'absence d'un dispositif national d'évaluation. Au niveau d'un même département, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup trop d'évaluations. Les projets ont leur système d'évaluation. Au ministère, il y a plusieurs sortes d'évaluations. Dans d'autres ministères, d'autres types d'évaluations. Et finalement, il n'y a pas une politique nationale d'évaluation et il y a lieu d'harmoniser donc le système d'évaluation. Donc, les systèmes d'évaluation aussi au plan international ne sont pas suffisamment alignés par rapport à nos objectifs. Je reviens d'une conférence à Abidjan de la Confémen, la francophonie. Les pays africains ont mis en avant un mode d'évaluation qui s'appelle le PASEC, qui évalue et apprécie la qualité des systèmes éducatifs. Mais le problème, Monsieur le Premier ministre, c'est que ce système d'évaluation n'évalue en réalité que la lecture en français et la maîtrise des mathématiques. Or, ce qu'il faut évaluer, c'est l'enfant, ses compétences, dans quelle mesure il arrive à accompagner sa société avec une bonne citoyenneté et dans quelle mesure, en réalité, il peut accompagner de façon efficace une organisation publique ou une organisation privée. Il y a, à côté du PASEC, qui a été développé par les Africains, la francophonie plutôt, il y a ce qu'on appelle le PISA. Et le PISA, c'est une autre mesure qui est internationale, utilisée par la Corée, utilisée par l'Europe, utilisée par les pays de l'OCDE. Et ce PISA-là est beaucoup plus pertinent. Et je disais à nos amis donc de la francophonie que nous manquons d'ambition. On ne peut pas continuer à mettre en avant ce type d'évaluation qui en réalité ne mesure pas ce que nous devrons mesurer. Quand je pose la question, on me dit oui, c'est parce que ça coûte cher. Mais je pense sincèrement qu'il ne coûte pas, on ne peut pas mettre, comme me disait l'ancien président Abdoulaye Wade, arrêter ce misérabilisme. S'il faut mettre sur la table ce qu'il faut pour qu'on soit, qu'on ait des résultats, il faut y aller, mais ne pas mettre en avant cette question-là des moyens et renoncer donc à la qualité. L'irrégularité de l'organisation du système national d'évaluation des rendements scolaires. Au Sénégal, donc au sein du ministère de l'Éducation nationale, il y a un observatoire national d'évaluation, mais qui ne fonctionne pas. Et tous les 2 ans, il y a des résultats qui devraient être partagés, mais malheureusement, faute de moyens, faute d'organisation, et aussi d'importance qu'on donne à l'évaluation, cet observatoire-là ne marche pas. Il y a aussi un manque de coordination donc, des différentes évaluations, je viens de l'évoquer, et une insuffisance de l'exploitation et la capitalisation des données d'évaluation. Le monde aujourd'hui est gouverné par les données, les data. Beaucoup de projets, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'études, mais généralement sur des années, on perd toutes ces études, toutes ces données qui ne sont pas reversées dans le système pour le rendre plus intelligent. Une deuxième cause des contre-performances, ce sont les conditions d'apprentissage qui sont défavorables à la réussite scolaire. Plus précisément, c'est le non-respect des normes et standards de qualité dans la majorité des établissements scolaires. Monsieur le Premier ministre, j'ai vu des enfants, des filles surtout, très souvent malades, parce que quand elles sont à l'école, il y a de la rétention, elles ne veulent pas fréquenter les toilettes. Et généralement, après, beaucoup d'écoles sans clôture, beaucoup d'écoles sans toilettes, beaucoup d'écoles, en fait, sans connexion, sans électricité. Nos écoles, généralement, ce qui les caractérise, c'est réellement le non-respect donc, de ces normes. La persistance des abris provisoires.
les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, le déficit de salles de classe et de tables de banc, déficit persistant en personnel enseignant. Et, Monsieur le Premier ministre, j'étais en visite à Kédougou il n'y a pas longtemps. L'IA m'expliquait, en fait, me disait que pour cette année, il y a environ 300 enseignants qui devaient quitter Kédougou, la région de Kédougou. Et en contrepartie, il n'y avait que 6 qui acceptaient de revenir, d'intégrer donc Kédougou. Donc un déficit immédiatement pour cette année assez important de plus de 250 enseignants. Je parle de Kédougou, c'est le cas de Matam, c'est le cas de Ziguinchor, c'est le cas de beaucoup de régions et c'est une situation qui est générale. Il y a une persistance des classes spéciales. Je l'avais évoqué tout à l'heure. Il y a un déficit de manuels scolaires et matériels et il y a aussi une faiblesse de la prise en charge de l'alimentation, en fait, les cantines scolaires. Aujourd'hui, on n'est qu'à 22% de couverture nationale. Et le problème d'hygiène et de sécurité, nous avons reçu aussi la visite, il y a une semaine, d'un collectif, c'est un exemple, de Gibraltar. L'espace de l'école vendu, cédé à des centres commerciaux. C'est aujourd'hui Auchan qui y est. Ce sont des garages de mécaniciens qui sont dans la cour ou dans les cours de l'école. Donc, imaginez l'insécurité et le danger pour ces élèves. Et ils ont porté donc, cette question à notre niveau. Nous sommes en rapport avec le ministre de l'Intérieur, de la Défense et d'autres collègues pour justement traiter cette question-là en urgence. Et on m'a fait savoir d'ailleurs que ce n'est pas seulement à Gibraltar. Beaucoup d'écoles dans les régions et dans beaucoup d'endroits sont en train de perdre leurs espaces et des espaces cédés, vendus donc à d'autres. Et c'est une menace donc sur l'école. Un troisième point, pour expliquer les contre-performances, sont les dispositifs d'accompagnement et d'évaluation de la performance des enseignants qui est insuffisant. Insuffisance du taux d'encadrement des enseignants dû au déficit de corps de contrôle. Mais aussi, c'est le lieu de dire que, et je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, vous avez beaucoup insisté sur l'importance du rôle des inspections internes, parce qu'on se rend compte aussi que les inspecteurs ne respectent pas les cahiers de charges. Un inspecteur doit, par exemple, rencontrer dans l'année 25 salles de classe enseignants, les encadrer et contrôler en fait ce qui se passe. Donc à ce niveau-là, les inspecteurs aussi ne jouent pas pleinement leur rôle. Donc il y a un problème d'accompagnement et d'encadrement. Naturellement, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Manque aussi d'objectivité du système de notation. Un enseignant m'a expliqué qu'il était quelque part très loin dans une périphérie et on l'a appelé au dernier moment pour venir participer à la correction d'une épreuve. Donc en 24 heures, il devait se présenter. Quand il est venu, il a trouvé sur sa table 800 épreuves à corriger. Il a commencé et le lendemain, on devait faire la proclamation des résultats. Et en commençant 50, 100, il se rend compte qu'il ne pourra jamais terminer donc, la correction. Et finalement, il ne regardait que l'introduction et les conclusions. Il avance avec 200, 300, il se rend compte que ce n'est pas possible. Et finalement, c'est au pif, il donne des résultats et après, c'est la proclamation. Donc, l'avenir de nos enfants, des fois menacés simplement, par rapport à un déficit ou des fois un manque de... le sens de la responsabilité donc, qui doit être interrogé. Donc, c'est une façon aussi d'expliquer les causes de ces contre-performances. Aussi, insuffisance de la formation continue des enseignants. J'ai planifié une rencontre prochainement avec mon collègue de l'enseignement supérieur pour parler de la FASTEF, parce que vous vous souvenez, il y avait l'école normale supérieure à l'époque qui avait un statut, une approche et entièrement dédiée aux enseignants. Aujourd'hui, c'est devenu une faculté, donc il y a des réglages à faire. Aussi, l'exclusivité de la formation qui relève donc aujourd'hui de la FASTEF, peut-être voir dans quelle mesure d'autres structures pourraient aussi participer à l'effort d'encadrement et de formation continue des enseignants. Une inadéquation des curricula, et c'est un axe extrêmement fort du projet qui a été présenté aux Sénégalais, la lourdeur des programmes, un manque d'endogénisation des programmes,
une utilisation d'une langue étrangère non maîtrisée par les apprenants, surtout au début. Comment enseigner les mathématiques à quelqu'un en français, d'où l'importance que vous avez donnée à l'utilisation des langues nationales dans nos systèmes éducatifs. Les limites des formats actuels des examens, la non-atteinte du quantum horaire dans beaucoup d'écoles, absence de curriculum unifié et intégré du préscolaire au secondaire. On l'évoquait tout à l'heure, plusieurs écoles non formelles, informelles, dépassées. Donc il y a lieu réellement d'harmoniser tout cela. Et une faible intégration des daara dans le système éducatif. Et enfin, une insuffisance de passerelle entre les offres d'enseignement. Une autre cause, une faible implication des communautés, nous l'avons dit tout à l'heure. Une faible implication de communautés, faible participation des collectivités territoriales alors que l'éducation est une compétence transférée, faible implication de certains parents dans le suivi parental des candidats. Et Monsieur le Premier ministre, c'est un point extrêmement important. Je parlais de la démission des communautés dans l'effort d'éducation. Aujourd'hui, il s'agit d'impliquer beaucoup plus les parents, mais d'impliquer aussi une autre frange, les alumni ou les anciens des écoles. Les anciens, par exemple, de Mariamaba, les anciens de certaines écoles sont extrêmement actifs. Et c'est un pilier important dans l'effort de développement et d'accompagnement de ces écoles. Donc il faut absolument les ramener donc, dans l'école et aller dans le sens de ces sociétés éducatives. Et enfin, une non-fonctionnalité de certains organes de gestion des écoles et établissements. Une sixième cause, la non-généralisation de la préscolarisation des enfants. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Faible taux de préscolarisation, 19%, et 19% pour le préscolaire, 81,9% pour l'élémentaire, et pour le moyen, on est à 51%, pour le secondaire, on est à 33%. Donc on voit que les sacrifiés, ce sont nos tout-petits. Donc c'est un résumé, on peut passer. Les points d'attention dans le dispositif organisationnel des examens et concours. Généralement, la présentation, quand on évoque la question des examens et concours, l'accent était mis donc à ce niveau-là, Monsieur le Premier ministre. Et d'autres services sont associés aux grandes réunions, donc au conseil interministériel, pour prendre des décisions ponctuelles par rapport aux examens. Mais on a pensé que c'était trop opérationnel et qu'il fallait vous présenter en fait le cadre global. Mais maintenant, pour le point opérationnel et précis, donc il s'agit de sécuriser des épreuves, le convoyage, la garde et la préservation de la confidentialité des épreuves, la gestion des statistiques non exhaustives et non fiables, la gestion des centres spécifiques en zone insulaire ou en terre étrangère, en Arabie Saoudite, en Gambie, la mobilité des chargés de bureaux d'examen et concours dans les structures du niveau déconcentré, les IA et les IF, suivi de la mise en application des mesures prises lors des comités de développement sur les examens et concours, absence d'état civil des candidats. J'ai été interpellé par le président de la République il y a quelques jours par une candidate qui risquait de ne pas faire son baccalauréat, tout simplement parce que la question de l'état civil s'est posée à son niveau. Et il y a un problème aussi de service public. Quand la question a été posée, j'ai reçu la réponse de l'IA qui un peu s'opposait comme un tribunal. Et oui, parce qu'elle ne s'est pas présentée, donc, je dis non, il n'y a pas cet accompagnement. Et quand on parle de réforme du service public, c'est un accompagnement. Et les parents n'étaient pas informés. Donc, la toute-puissance de l'administration qui doit s'exercer sur un enfant qui perd comme ça, qui n'a pas de défense, c'est extrêmement dur. Et donc, voilà des problèmes qui sont vécus. Des enfants qui ne prennent pas part à des examens parce que, voilà, il n'y a pas d'état civil, parce qu'ils sont en grève, parce que, etc. Donc, c'est un point extrêmement sensible. Et le paiement des indemnités liées aux examens à nos enseignants, la période d'hivernage coïncidant avec la période des examens. Les statistiques pour 2024, donc en croissance. Aujourd'hui, pour le CFE, nous comptons 301 742 candidats
Monsieur le Premier ministre, soyez fiers aussi de la progression de la scolarisation de nos jeunes filles, donc, qui sont d'ailleurs supérieures au nombre de garçons. Aussi bien au niveau du CFE qu'au niveau du BFM, il y a plus de filles que de garçons. Des statistiques du concours général, vous avez aussi en première année 1695 candidats, dont plus de filles encore une fois que de garçons, et niveau terminal 1508 candidats, dont 826 filles comparé à 682. Franchement, bravo aux filles. Et la statistique aussi par rapport au baccalauréat, nous avons un tableau et le rapport vous a été déposé à vos services. Vous avez les différentes sortes de filières au niveau du baccalauréat et par rapport à chaque région. La formation professionnelle aussi, les différents BEP, les différents certificats et les différentes régions, les différents résultats dans les différentes régions du Sénégal. Pour le calendrier, voilà l'agenda qu'on propose. Du 13 au samedi 25 mai, il y a déjà donc, les épreuves physiques qui ont commencé. La soutenance des mémoires de projet au niveau de la formation professionnelle, depuis le lundi 13 mai, ont démarré aussi. Et à partir du mercredi 15 mai 2024, le bac général, les épreuves facultatives. Mardi 25 et mercredi 26 juin, le CFE et l'entrée en sixième. À partir du mardi 28 mai, le bac EPS, BFM EPS. Le 20 juin, bac technique, épreuve écrite. À partir du 2 juillet 2024, bac général. Et à partir du jeudi 18 juillet, nous avons donc le BFM. Et le 1er octobre, le bac général de remplacement. Et le mardi 8 et mercredi 9, nous avons aussi le CFE, session de remplacement. Et enfin, le 10 octobre, le BFM, session de remplacement. Les recommandations, je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus. L'état civil, la période d'hivernage, la sécurisation des processus. Pour l'état civil, organiser avant la rentrée scolaire des audiences foraines au niveau des déconcentrés en mettant le focus sur les candidats sans pièce d'état civil. Digitaliser progressivement l'état civil en prenant l'école comme foyer d'incubation. Période d'hivernage, mettre en place un dispositif de détection précoce et de prise en charge rapide de certains centres localisés dans les zones inondables. Sécurisation du processus, renforcer le dispositif de sécurité mis en place à la DEXCO, assurer la sécurisation des épreuves, des centres et du personnel mobilisé dans l'organisation des examens tout au long du processus, organiser des réunions sectorielles, des CRD, des CD, des CLD sur les examens de fin d'année au niveau central des concentrés. Pour le paiement des indemnités, assurer le paiement de tous les frais de mission liés aux examens avant le 30 novembre, conformément aux accords avec les partenaires sociaux. Les recommandations, pour finir. 1. Développer les stratégies pour trouver une solution à la problématique de l'état civil. 2. Développer un vaste programme d'alimentation scolaire. Les cantines scolaires expliquent beaucoup notre contre-performance. Augmenter le taux actuel d'investissement. Monsieur le Premier ministre, l'éducation, malgré toute l'importance évoquée tout à l'heure, l'investissement, la part de l'investissement dans le budget est un peu moins de 5% dans tout le budget et généralement on dit que c'est le quart du budget donc, de l'État, mais 5% d'investissement dans le secteur de l'éducation. Jadis, ce chiffre-là, donc, où ce niveau était allé jusqu'à 11%, mais aujourd'hui, donc environ autour de 4% dans le secteur de l'éducation et de la formation, en vue d'améliorer le bien-être, l'environnement et le cadre d'apprentissage des élèves. Systématiser la participation du Sénégal aux systèmes mondiaux de comparaison des apprenants. Le PISA, par exemple, exploiter les résultats des fins de rémédiation pour rendre nos apprenants plus performants et plus compétitifs. Réviser les dispositions donc, de la loi
relative à l'obligation scolaire de 10 ans en vue d'intégrer le préscolaire. Bon, l'idée là, c'est d'intégrer le préscolaire dans l'obligation, Monsieur le Premier ministre, au lieu de 10 ans, d'arriver à 12 ans, et que l'État s'engage pour les plus petits, qui sont presque laissés en rade et en dehors donc, du système. Voilà, interroger la pertinence de certains examens, notamment le CFE. Il y a eu de grandes discussions là-dessus. Le CFE, c'était le CEP à l'époque, et qui mesurait quelque chose, mais aujourd'hui, il faut s'interroger par rapport à ce que mesure le CFE. Nous avons aussi un rapport avec les services de notre collègue de l'enseignement supérieur, travaillé avec l'UVS pour justement un renforcement des capacités au niveau du CFE, pour que le CFE mesure davantage quelque chose qui parle aux organisations, qui parle donc à nos sociétés. Donc en tout cas, nous nous interrogeons, nous nous posons de grandes questions. Il faut aussi procéder à la réforme du BFM en lien avec la révision des curriculums, donc des curricula en cours. Revaloriser l'éducation physique et sportive. Je vois Madame le ministre bien applaudir, et c'est important. Le secteur de l'éducation et du sport au sein de l'école, on parlait tout à l'heure des communautés au sein donc de l'école, l'espace scolaire, et c'est le lieu donc de repenser tout cela. Mettre en place un dispositif d'audit externe pour certifier aux normes ISO les académies. Monsieur le Premier ministre, la difficulté, c'est la centralisation des décisions. Les IA, il y a eu un effort extrêmement important. Il y a des contrats de performance qui sont en cours de signature avec les différentes IA. Mais j'ai instruit les services pour aller plus loin. Et je demanderai aux IA de se faire certifier aux normes ISO. C'est pour garantir une certaine qualité avec des audits externes qui vont certifier en fait que l'enfant est servi. Mais si on parle de contrat de performance et qu'on ne va pas jusqu'au bout, quelque part, en fait, c'est manquer d'audace et d'ambition. Fusionner aussi toutes les structures du développement intégré de la petite enfance. Mettre en œuvre le plan quinquennal de résorption des déficits en personnel enseignant. Vous nous avez instruit aussi de faire un audit. Les résultats donc, sont là. Nous allons y travailler aussi pour rationaliser déjà et faire aussi des propositions au niveau le plus haut. Accélérer les programmes de résorption des abris provisoires. Dans le projet, on parlait de 2029 pour totalement résorber ce gap. Mais déjà, dans un an, 30% donc, de ce gap-là devait être résorbé. Renforcer l'équité et l'inclusion scolaire, accélérer le processus d'intégration des DARA dans le système et mettre en place un dispositif d'évaluation certificative des apprenants des DARA. Systématiser l'utilisation des langues nationales à l'école par la mise en œuvre du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, le MOEPS, créer un BFM d'option arabo-islamique, renforcer le cadre de pilotage des DARA, élaborer un projet de décret sur les uniformes scolaires, enfin créer un guichet unique pour traiter de façon diligente toutes les instances des arrêtés d'admission aux examens professionnels avant le 30 juin. Et il y a une recommandation qui n'est pas là. Monsieur le Premier ministre, cette façon manichéenne de dire c'est littéraire ou scientifique tue aussi beaucoup d'enfants. Et le digital est tellement important que nous avons ambitionné en fait de créer aussi un baccalauréat dans le digital, dans le numérique. Et on s'est rendu compte en discutant aussi avec les services de l'UVS qu'il y a beaucoup d'étudiants en L qui sont pourtant des scientifiques. Et aujourd'hui, donc, ils sont presque laissés à eux-mêmes parce que le système, avec ce compartiment-là, tue beaucoup donc d'initiatives de talent. Je pense que c'était là voilà, la présentation. Et je présenterai aussi mes excuses à mes collègues. Peut-être je n'ai pas suffisamment pris en compte certains aspects liés donc, à leur département ministériel, mais la pression était extrêmement forte. Il était question de tenir ce conseil plus tard,
mais avec les exigences, les contraintes, il fallait donc le faire aujourd'hui. Donc nous en excusons, mais peut-être qu'ils interviendront pour apporter aussi des éclairages. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur le ministre.